Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines des inventions qui ont changé notre quotidien. Et il y a un truc qui a bien changé notre quotidien quand même l'été quand on part en vacances, c'est l'autoroute, David Castello-Lopez. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais petit d'être dans la voiture avec mon père sur l'autoroute pour partir en vacances au Portugal. Et j'aimais bien parce que mon père, c'était un mec du Sud. Et donc, il considérait, comme souvent les gens du Sud, que rouler doucement, c'était un peu un truc de gonzesse. Vous voyez ? Et que les vrais mecs, ils allaient vite. Et donc, quand ils roulaient sur l'autoroute, ils roulaient souvent plus vite que ce qu'autorisait la loi. Oh non. Je me souviens de voir l'aiguille du compteur téter les 180. Ouais. Et ça me rendait ultra content. Et bien sûr, j'avais un rêve. C'est qu'un jour, cette aiguille, elle dépasse les 200. Et je demandais à mon père... Vas-y, s'il te plaît, fais pas ta gonzesse. Et mon père, il avait beau être du Sud, il n'était pas non plus complètement con, et donc il a jamais voulu rouler à 200 pour me faire plaisir. Peut-être qu'il n'avait pas la voiture pour. C'était une vieille BMW de la fin des années 70, c'était une 3 litres de cylindrée. 3 litres de cylindrée, je vous le dis, elle pouvait dépasser cette barre fatidique. Heureusement, parce que Mathieu aime tutoyer les 250. Non, je vous en prie, Pouls, ne dites pas n'importe quoi uniquement sur circuit. On continue. Sur le moment, j'étais un peu triste qu'il n'aille pas à 200, mais aujourd'hui, je trouve que c'était globalement une bonne idée de ne pas rouler à plus de 200 km/h. Et puis, 30 ans ont passé, et cette année, parce que vous savez que je suis en train de passer mon permis de conduire, pour la première fois de ma vie, dans le cadre des cours de conduite que je prends, eh bien, j'ai conduit moi-même sur une autoroute. Alors, j'ai conduit avec un monsieur à côté que je paye 57 € de l'heure pour rattraper mes conneries, mais même comme ça, si je suis honnête, je dois dire que j'ai trouvé l'expérience de l'autoroute mitigée. Alors, certes, il y a la petite excitation de l'insertion, titre, parce qu'on se demande évidemment si la Porsche qui file à 160 vers une résidence secondaire en Bourgogne, elle va nous laisser passer au moment de l'insertion. Mais passé ce moment de flottement, l'autoroute, c'est assez ennuyeux. On sent pas vraiment la vitesse. Je trouve ça monotone, c'est pas bien. Mais bien sûr, et c'est peut-être la 200e fois que je dis cette phrase depuis un an, tout ça, ça m'a donné envie de savoir d'où venaient les autoroutes. Et là, il faut s'entendre un peu sur ce que c'est une autoroute. Ce que moi j'entends par autoroute, c'est une route spécifiquement construite pour les voitures et sur laquelle on a supprimé les intersections pour pouvoir aller plus vite. Aujourd'hui, ça veut dire un petit peu différent, mais c'est ça que j'entends, en tout cas par autoroute. Et si on prend cette définition, la première autoroute du monde, elle date de 1908. Et elle a été construite par un monsieur très très riche, membre d'une de ces familles capitalistes américaines qui sont l'équivalent aux États-Unis de nos familles nobles. Et ce monsieur, il s'appelait William Kissam Vanderbilt, de la famille Vanderbilt. Et William Kissam, comme beaucoup de gens riches à l'époque et encore aujourd'hui, il aimait énormément les voitures et en particulier les voitures qui allaient vite. Et il organisait des courses automobiles sur des routes qui privatisait pour l'occasion. Mais ça avait deux inconvénients. Le premier, c'est que les routes à l'époque, elles étaient pleines de crottins de cheval. Or, le crottin de cheval, ça sèche et ça fait une poussière très fine. Or, les voitures de course, à ce moment-là comme maintenant, elles étaient toutes à ciel ouvert et décapotables. Enfin, il n'y avait même pas de capote, c'était à ciel ouvert. Et donc, les coureurs, ils se prenaient plein de poussière de crottin de cheval dans le visage, ce qui était très désagréable. Et la seconde raison, c'est que les gens, ils pouvaient assister à ces courses le long des routes. Et en 1906, il y a un spectateur qui a été tué dans une des courses de Vanderbilt. Et donc, en 1907, William, il a décidé de faire construire une route spéciale à Long Island, à New York, une route où seuls les automobiles seraient autorisés et où il n'y aurait pratiquement pas d'intersection. Ce qui lui permettrait d'organiser ses courses tranquillement. Et son idée, c'était que entre les courses, cette route, ce serait une route normale que n'importe quel automobiliste pourrait utiliser, mais en payant un péage quand même. Et ça a marché son histoire. Le 10 octobre 1908, il y a 113 ans, la Vanderbilt Motor Parkway a été ouverte au public. Elle faisait 72 km de long et le péage coûtait $2 quand même, c'est l'équivalent de 25 € aujourd'hui. Un peu cher pour faire 70 bornes, à mon avis. C'était où ça ? C'est à Long Island. Ah, c'est Long Island, c'est la première autoroute. La première autoroute, c'était à Long Island. Mais c'est pas grave que ce soit si cher, parce qu'à l'époque, évidemment, 100% des gens qui avaient des voitures, ils étaient riches, aussi. Et donc, ils pouvaient payer. Dans les années 20, la route, c'est devenu un repère pour la mafia qui l'utilisait pour transporter l'alcool de contrebande. Et c'est aussi devenu un haut lieu de ce qu'on appelait à ce moment-là les petting parties, ce qui peut se traduire par les fêtes de caresses. C'était des couples, dans les années folles, des couples de garçons et de filles très jeunes, souvent adolescents, qui se réunissaient en groupe le soir dans des endroits publics pour s'embrasser et se tripoter, mais sans aller plus loin. L'idée étant que le fait que ce soit en extérieur et qu'il y ait plusieurs couples fonctionne un peu comme une sorte de garde-fou
contre la possibilité d'aller plus loin. C'était les petting parties des années 20. Et donc, visiblement, les autoroutes à ce moment-là, c'était des endroits suffisamment romantiques. Sur une aire de repos, qu'on ou est directement sur le côté de bande d'arrêt d'urgence. C'était pas tout à fait. Il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence, il n'y avait pas d'aire de repos, c'était sur le côté de la route. Et il y a des articles de l'époque qui disent oh, cette autoroute honteuse où les gens font plein de petting parties pour se tripoter. En tout cas, c'était romantique. La Vanderbilt Motor Parkway, elle a fermé officiellement en 1938, mais il en reste des tronçons, notamment dans le quartier de Queens à New York. Il y a même un site de fans super exaltés, ça c'est un des plaisirs de faire cette chronique, c'est qu'on découvre des choses dingues, des sites de fans dont la vie est consacrée à alimenter la mémoire de la Vanderbilt Motor Parkway. Pour finir, petit quiz quand même, à votre avis, de quand date la première autoroute en France ? Oh, c'est probablement c'est après-guerre. Après-guerre, les années 50-60. C'est 1949. 1946, c'était pas loin du tout, et c'était le premier tronçon de l'autoroute de l'Ouest entre Saint-Cloud et Orgeval qui faisait 30 km. Oh, ça n'allait pas encore jusqu'aux résidences secondaires de certains dans ce studio. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, c'était fort passionnant. Ah, c'est passionnant. Cher David, bravo, on retrouve... Et bonne chance pour la suite de votre permis. Oui. Mais alors oui, parce que vous en êtes où exactement ? J'ai pas compris. Vous avez fait vous avez combien d'heures ? J'ai fait 23 heures de conduite pour l'instant, mais sur une durée de 12 mois, et avec des pauses de 2 mois entre certains des cours. Vous êtes chaud pour le permis, là. Ce n'est pas l'avis encore de mes instructeurs. Oh. Ouais. Mais bon, on va voir, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'année. J'espère qu'avant la fin de la saison, on fêtera ça en studio. Oui, bien sûr. On ne peut pas arrêter cette émission tant que... on n'arrêtera jamais. Dans 15 ans. Tant que vous n'avez pas votre permis. Merci David. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.